façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec la poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2021, dite session de loi de l'Assemblée nationale, sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale ce lundi 31 mai 2021. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette séance plénière. Compte rendu avec Aïssa Adamou sur les images de Ibrahim Kantama. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jour 31 mai 2021. Le premier portant présentation du rapport d'activité annuel 2019-2020 de la Commission nationale des droits humains CNDH dans sa composition. Ce rapport est subdivisé en 5 parties dont les droits civils et politiques, les droits sur la détention et la torture, les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux, droits catégoriels et les droits des migrants de la lutte contre les discriminations et les pratiques esclavagistes. C'est le lieu de cette synthèse. Au terme de l'article 44 de la Constitution, il est dit que la Commission doit présenter devant l'Assemblée un rapport annuel sur l'état des droits humains au Niger. Donc cet exercice est pédagogique parce que, vous savez, la représentation nationale a pour mission de voter les lois et de pratiquer aussi ce qu'on appelle le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, en donnant l'état des droits humains au Niger, en faisant la situation, en montrant les progrès qui ont été réalisés dans telle ou telle catégorie, des défis qui restent à relever, et en faisant également des recommandations, la CNDH outille les députés pour qu'ils puissent aussi à leur tour effectuer leur mission convenablement, notamment dans le cadre de l'interpellation des ministres sectoriels, mais aussi dans le cadre des réformes qu'il faut envisager là où il y a nécessité de faire des réformes. Donc ça a un exercice pédagogique, c'est informatif pour les députés. Ce rapport que nous venons de présenter est un rapport cumulé 2019-2020. Les traits marquants de ce rapport, c'est surtout les questions sécuritaires et puis la question aussi des élections que le Niger a organisées entre 2020 et 2019-2020, du moins 2020 et notre partie en 2021. Et donc nous avons fait la situation du point de vue de la violation des droits humains. C'était le fait non seulement des terroristes, mais aussi des forces de défense et de sécurité. Le deuxième et le troisième point portent sur l'examen et vote de 2 projets de loi autorisant la ratification successivement du contrat de financement du projet riposte sanitaire COVID-19 Niger d'un montant de 15 millions d'euros sanctionné par 120 voix pour 0 contre et 0 abstention, et l'accord de projet pour le financement du projet Nigelec expansion de l'accès à l'électricité d'un montant de 140 millions d'euros sanctionné par un vote de 118 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Tous deux signés entre la République du Niger et la Banque européenne d'investissement.
Le dernier point portant sur le financement du projet de construction d'un centre national de contrôle des réseaux à Niamey sur un site appartenant à la Nigélec d'un montant de 27 milliards 685 millions a été adopté avec 122 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Notons que ce vote d'ensemble n'a pas laissé sans voix le commissaire du gouvernement. Le vote en faveur des projets de loi que vous voulez accompagner va permettre de renforcer non seulement l'accès à l'électricité dans notre pays, mais également d'améliorer la qualité de la production de l'énergie électrique. En effet, la sécurisation de l'approvisionnement et l'accès pour tous à l'énergie, c'est un des facteurs déterminants dans l'amélioration des conditions de vie de notre population pour le bénéficier à l'Assemblée nationale. Je tiens ici, au nom du pays, à vous remercier très sincèrement pour le futur que vous venez de marquer. L'ordre du jour étant épuisé, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a annoncé que les travaux en séance plénière reprendront le samedi 5 juin 2021 avec ordre du jour le contrôle de l'action gouvernementale. Rencontre samedi dernier à la MJC Djadissiokou du maire central de la ville de Niamey avec les associations des jeunes de la ville de Niamey. Quel est l'objectif de cette rencontre du maire central de la ville de Niamey avec les jeunes de Niamey? Élément de réponse dans ce reportage signé Ramato Morou à côté Ibrahim Kantama. Le tribunal central avec les associations des jeunes de la ville de Niamey a pour objectif de créer un cadre d'échange et de dialogue avec tous les jeunes de la capitale, ce qui permettra d'avoir une gestion participative des jeunes de la ville de Niamey. Tous les domaines ont été passés en revue, qu'il s'agisse de l'école, de la santé, de l'autonomisation économique, de la participation des jeunes aux activités économiques, en passant par la santé. Sur tous ces sujets, j'ai rencontré une jeunesse préoccupée et elle nous a fait part de ses préoccupations. Nous avons donné les réponses là où des questions ont été posées et nous avons pris des engagements. Parmi les engagements, je peux déjà citer que dès samedi prochain, nous allons nous rendre à l'université de Niamey et dans certaines écoles des 5 communes pour répondre aux préoccupations de nos jeunes étudiants préscolaires. Nous avons parlé de la délinquance juvénile. Eux-mêmes ont soulevé un certain nombre de préoccupations et nous allons apporter les réponses idoines. C'est notamment la sécurisation de nos espaces de vie que la ville de Niamey met à la disposition de la jeunesse pour que leur vocation initiale soit respectée et que ces espaces de vie ne deviennent pas des nids de délinquance. Sur l'hygiène et l'assainissement, les jeunes nous ont donné l'assurance de leur pleine et entière participation pour que Niamey soit une ville propre et pour que nous soyons tous dans un cadre de vie agréable. Présent pour la circonstance, le secrétaire général de l'INU a apprécié cette initiative du maire central. Ce dernier a profité de l'occasion pour apporter sa contribution et les inquiétudes relativement à la situation au niveau du campus universitaire de Niamey. La jeunesse, comme vous l'avez évoqué, je trouve extrêmement important dans la construction et le développement de la nation et d'une collectivité. Le progrès sur la cette jeunesse-là a besoin effectivement d'être déshabillée. Il faut l'éduquer sans la lâcher. Il faut effectivement accompagner cette jeunesse-là et que cette jeunesse-là puisse être éduquée sans la lâcher, sans l'invectiver, sans aussi porter des préjudices que ça soit physique et non verbal à l'endroit de cette jeunesse. Et je crois que tant qu'on arrivera à ce point-là, on aura au sein de notre pays une jeunesse qui sera idéologiquement et politiquement formée et qui comprendra elle-même la réelle nécessité de participer et de contribuer aux œuvres politiques et aux acteurs et aux hommes qui ont en charge de la gouvernance à tous les niveaux.
Enfin, le député maire et président du conseil de la ville de Niamey a pris un engagement pour qu'ensemble faire de la ville de Niamey une ville beaucoup plus qu'elle était, mettre fin à la délinquance et faire des différentes places publiques de la ville de Niamey des places sans fumeur. Réaction du secrétaire général du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR, Inoussa Jumrao, sur le dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Mali, sur la déchéance du président et de son premier ministre par la junte militaire. Un extrait de son intervention avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. La CEDEAO, dont le Mali est pays membre, a estimé devoir convoquer un sommet extraordinaire pour se pencher sur la situation du Mali. Ce qui fut fait hier à Accra, presque l'ensemble des chefs d'État et du gouvernement, plus certains qui ont représenté leur pays de ministre des Affaires étrangères, étaient au sommet. Et l'une des principales sanctions prises à l'encontre du Mali, c'est la suspension du Mali de toutes les instances de la CEDEAO. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que le Mali, c'est son drapeau qui ne flottira pas au niveau de la CEDEAO. C'est que les dirigeants maliens ne seront pas conviés aux réunions de la CEDEAO, qu'elles soient ordinaires ou qu'elles soient extraordinaires. Voilà tout ce que ça veut dire. Il ne faut pas que les gens dramatisent la situation, pensant que ce qui s'est fait au Mali, c'est comme si le Mali est excommunié et est mis au banc de la communauté. Non. Mais encore ce qu'il faut retenir, Assimi Goïta est et demeure le président ou le chef de l'État du Mali, avec plein pouvoir. Le Mali n'a pas suivi une sanction économique. Non. Ça veut dire que tacitement, la CEDEAO a reconnu les autorités défaites au Mali, à leur tête Assimi Goïta comme chef de l'État. Le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité organise en Niamey un atelier d'auto-évaluation de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale du Niger. Cet atelier prendra fin le 3 juin. Vise à renforcer les capacités des parlementaires sur le contrôle de l'exécution des programmes de défense et de sécurité. Des détails dans cet élément du studio Kalangou. La commission défense et sécurité est une commission très importante dans le cadre du renforcement de la gouvernance du secteur de sécurité, puisque ce sont eux qui contrôlent, ils représentent le peuple, donc les actions, ils sont redevables en quelque sorte des actions que le gouvernement amène pour la population, puisqu'ils sont élus par le peuple. Donc cet atelier consiste à renforcer leurs capacités, surtout en termes de contrôle de l'exécution des programmes de la défense et de la sécurité. Le principal résultat, c'est qu'on puisse avoir une commission de défense et sécurité qui sache bien sa mission. Donc qui puisse cette fois-ci mieux représenter le peuple en sachant d'abord quels sont les besoins sécuritaires pour le peuple nigérien et qu'est-ce qu'il doit demander à l'exécutif pour que ces besoins soient accomplis. Nous avons 21 membres, 21 députés, membres de la Commission de défense et de sécurité, qui sont concernés par cette activité. Nos attentes, c'est de voir les modules qui sont présentés et de les suivre attentivement et apporter un renforcement de capacité des députés membres de la Commission. Les thématiques concernées. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre ce jour 31 mai 2021 la journée mondiale de lutte contre le tabagisme. Le thème retenu cette année est s'engager à arrêter dans le contexte de la COVID-19. Plus d'éclaircissements dans ce reportage. Initié par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, depuis 1987, dans le but de sensibiliser tout en mettant la lumière sur les risques du tabac, sur la santé et accompagner les fumeurs dans leur sévrage, que cette journée a été initiée et célébrée chaque 31 mai de l'année.
en vue de soutenir dans le monde entier des personnes qui tentent de renoncer au tabac. Le thème retenu cette année est s'engager à arrêter. Et nous ici au niveau du ministère de la Santé publique, de la population des affaires sociales, avec le comité multisectoriel, nous avons réfléchi et vu comme le thème est dans un contexte de Covid, la nécessité de voir quelle va être notre cible pour cette journée de sensibilisation. C'est ainsi que nous avons réfléchi. On a vu les personnes âgées pour les entretenir sur les conséquences du tabac et également leur parler de leur vulnérabilité par rapport à la Covid-19. Comme vous le savez, la Covid, c'est aussi un problème respiratoire quelque part. Le tabac, c'est aussi un problème respiratoire. Donc, une personne qui fume, surtout âgée, et qui se trouve sur un terrain avec Covid, vous voyez ce que ça fait comme risque. Donc, c'est pour ça que nous sommes là, pour les sensibiliser sur la nécessité, en tout cas, de s'engager à arrêter. Et les personnes âgées, au-delà qu'elles-mêmes, il y a des fumeurs qui peuvent arrêter, mais aussi un canal pour sensibiliser la population. Aujourd'hui, nous avons ici des papas qui peuvent sensibiliser leurs enfants, lorsqu'ils verront ces conséquences-là. Ils peuvent sensibiliser leurs petits-fils lorsqu'ils verront ces conséquences, et aussi même leur entourage. Comme nous travaillons aujourd'hui ici avec le Conseil national des personnes âgées. L'appel que nous lançons à l'endroit de la population, en réalité en fumant, on ne tire aucun profit. S'il y avait un profit, on pouvait dire que bon, on peut le faire. Il n'y a aucun profit. D'abord, on brûle son organe. Et on fume, on détruit son organisme. Et on devient vulnérable. Au-delà des conséquences que le tabac lui-même engendre sur vous, vous devenez vulnérable par rapport à beaucoup d'autres maladies. Donc en somme, il n'y a aucun intérêt de fumer, que d'arrêter de fumer. Notons que cette journée mondiale sans tabac rappelle aussi les dangers de cette dernière, y compris mortels, sur la santé. S'engager à arrêter est une lutte pour tous, hommes, femmes, jeunes, pour un futur sans tabac. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'entretien que nous a accordé le secrétaire général du MPCR. Après le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui venait de suspendre le Mali de la dite institution suite au dernier événement relatif à la déchéance du président et de son premier ministre. Il est au micro de Aluna Massani et Ibrahim Kantama. Très bonne réception. Au revoir. Je crois qu'il faut faire un petit rappel de la situation qui avait conduit le Mali à l'état actuel dans lequel nous sommes. Le Mali avait un président qui était renversé par une junte. La même junte dirigée par Assimi Goïta, qui à sa prise de pouvoir par la force, la même CEDEAO s'était réunie pour lui intimer l'ordre de ramener le pouvoir aux civils. Ce qui fut fait durant 8-9 mois où son Excellence Bandao était président de la République et que Mokhtar Wan était nommé Premier ministre avec une assemblée transitoire, avec un gouvernement plus ou moins inclusif. Et Assimi Goïta, on l'a confiné au rôle du vice-président de la République du Mali, avec en charge la question de défense et de sécurité. Ce qui veut dire que Assimi Goïta devrait nommer dans le gouvernement le ministre de la Sécurité publique et le ministre de la Défense nationale. C'est comme ça qu'ils ont fait 8 mois en train de gérer le Mali. Chemin faisant, Bandao et son premier ministre ont senti la nécessité de réchauffer l'équipe gouvernementale. Toutes choses qu'ils ont faites dans les consultations, ils n'ont pas associé les hommes forts de Kati. Ils ont nommé des militaires ministres sans consultation préalable du vice-président de la République qui est Assimi Goïta. Toute chose qui a ému, qui a mis mal à l'aise ces militaires et qui ont cru devoir capturer le président et le premier ministre pour qu'il aille à Kati répondre à certaines questions. C'est là-bas qu'ils ont été confinés et Assimi Goïta a décidé maintenant de reprendre les rênes du pouvoir et la Cour constitutionnelle du Mali vient avant-hier le confirmer, président transitoire de la République du Mali avec tous les attributs du pouvoir que cela suppose. Cela n'a pas plu à certains pays et la CEDEAO, dont le Mali est pays membre, a estimé devoir convoquer un sommet extraordinaire
pour se pencher sur la situation du Mali. Ce qui fut fait hier à Accra, presque l'ensemble des chefs d'État et du gouvernement, plus certains qui ont représenté leur pays de ministre des Affaires étrangères, étaient au sommet. Et l'une des principales sanctions prises à l'encontre du Mali, c'est la suspension du Mali de toutes les instances de la CEDEAO. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que le Mali, c'est son drapeau qui ne flottira pas au niveau de la CEDEAO. C'est que les dirigeants maliens ne seront pas conviés aux réunions de la CEDEAO, qu'elles soient ordinaires ou qu'elles soient extraordinaires. Voilà tout ce que ça veut dire. Il ne faut pas que les gens dramatisent la situation, pensant que ce qui s'est fait au Mali, c'est comme si le Mali est excommunié, il est mis au banc de la communauté. Non. Mais encore ce qu'il faut retenir, Assimi Goïta est et demeure le président ou le chef de l'État du Mali, avec plein pouvoir. Le Mali n'a pas suivi une sanction économique. Non. Ça veut dire que tacitement, la CEDEAO a reconnu les autorités défaites au Mali. À leur tête, Assimi Goïta comme chef de l'État. C'est ce que le principal message que les gens doivent comprendre. Sinon, le principal bénéficiaire ou le principal gagnant de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO, c'est bel et bien les dirigeants maliens. Je crois que la Suisse s'imposait, il s'est imposé et que les autres chefs d'État ont compris qu'ils ne pouvaient pas prendre des mesures suicidaires qu'ils avaient prises à l'époque où le président Issou Mamadou était président en exercice de la CEDEAO. Cette fois-ci, avec les Ghanéens, ils ont compris que comme nous tendons vers une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO qui porte l'intégration économique, on ne peut pas asphyxier le peuple malien, n'est-ce pas, pour les mettre à genoux du fait qu'ils se trouvent dans une situation autre avec l'insécurité qui se vit dans ce pays. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Assimi Goïta a quitté Accra Ragayardi et il a nommé un premier ministre. Il a déjà libéré l'ancien président et l'ancien premier ministre. Il a déjà nommé un premier ministre de transition et il est en train de faire une consultation inclusive afin que l'ensemble des forces puissent intégrer le nouveau gouvernement. C'est ce que la CEDEAO demande. Et elle demande encore, est-ce qu'à la date du mois de février 2022, il y aura les élections? Les militaires nous ont assuré qu'ils vont s'en tenir à cette date. Maintenant, tout dépend du comportement de ceux qui seront nommés et tout dépend des contingences à gérer plus tard. Mais ils ont pris l'engagement qu'en février 2022, il y aura les élections, ils vont remettre le pouvoir à des civils et ils ne seront pas candidats en tant que gouverneur de la transition. Les 18 mois, déjà 9 mois ont été épuisés. Il ne reste quoi? Il ne reste que 9 mois. Je crois qu'à ce niveau-là, ce qu'il faut permettre au Mali, c'est de permettre au Mali de faire une consultation inclusive, de mettre des institutions de transition qui puissent déboucher sur l'adoption d'une nouvelle constitution qui serait mise à référendum et qui va déboucher sur de nouvelles élections. Maintenant, tout dépend de l'accompagnement que le Mali aura au niveau de ses différents partenaires. Au niveau de la CEDEAO, je crois que c'est un pays qu'il faut accompagner, c'est un pays qu'il faut assister, parce que le Mali est sur plusieurs fronts. Il y a le front sécuritaire, il y a maintenant les défis de l'organisation des élections pour l'avènement des autorités politiques démocratiques. Et ça, c'est important. Maintenant, je dis bien, la CEDEAO à ce niveau-là, elle a pris acte, elle doit accompagner le Mali pour que les autorités de transition actuelles puissent respecter ce délai de 18 mois, dans lesquels déjà 9 mois sont épuisés. Mais ça, c'est une aberration. J'entends les gens qui parlent de 2 coups d'État. Non. Assimi Goïta, c'est lui qui a fait le coup d'État contre Ibeka. C'est bien ça. Je crois que Bandaola devrait être dans son champ ou dans son jardin lorsqu'ils l'ont cherché, parce que la CEDEAO a mis une pression sur lui. Il faut qu'il y ait un civil. Et Bandaola n'est même pas un civil, je crois que c'est un militaire réchauffé à retraite qui est devenu civil et qui a été nommé président de transition au Mali. C'est bien clair. Alors, à ce stade-là, qu'est-ce qu'on veut encore de Assimi Goïta? On dit maintenant un coup d'État dans un coup d'État. C'est que c'est les dirigeants de transition civile qui n'ont pas respecté la charte de la transition au Mali. Ils ont voulu cavaler seuls alors qu'il y a un vice-président qui était l'instigateur ou le principal acteur du coup d'État. Ils ont voulu l'écarter. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Il s'est ressaisi, il les a mis à la touche. Pour quelques jours, il les a mis au frais, n'est-ce pas? Le temps qu'il les libère, maintenant il a pris sa responsabilité. C'est lui le patron au Mali, c'est lui le chef de l'État. Et voilà comment les gens doivent comprendre de cela. Et je crois que, respect pour respect de la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle qui a avalisé Assimi Goïta pour qu'il soit chef de l'État au Mali.
Et je crois que les jeunes doivent les respecter, les jeunes doivent les considérer comme leur égal, chef d'État d'un pays souverain. Voilà sur quoi ils tournent. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.